Au cours de cette longue série de causeries que j'achève aujourd'hui sur la poésie des éléments matériels, j'ai successivement examiné les images de l'eau, de l'air, du feu et de la terre, montrant que chacun des éléments est un centre d'image, que chacun des éléments imaginaires détermine profondément les tempéraments poétiques. Mais bien entendu, la poésie ne saurait être monocorde. Le vrai poète garde la maîtrise des 4 éléments. Il existe même d'extraordinaires groupements d'images qui donnent des tableaux complets, qui donnent de véritables épopées du travail où l'homme semble mettre en œuvre toutes les forces fondamentales de la nature en commandant précisément aux 4 éléments. Pour donner, en manière de conclusion, un exemple de cette synthèse de l'imagination matérielle, je vais étudier dans la présente conférence le lyrisme de la forge, la grandeur surhumaine du forgeron. Le métier de forgeron, pris dans sa totalité primitive, est bien évidemment un métier des 4 éléments. D'abord, il faut sortir le minerai de la terre, il faut transformer le minerai terreux en métal brillant. Le forgeron primitif est mineur et métallurgiste. Pour transformer la terre en fer, le feu le plus ardent est évidemment nécessaire. Le forgeron est le maître du feu. Mais le feu ne peut être ardent que si on le gorge d'air, que si l'on achève, si l'on active la flamme avec l'immense poitrine d'un grand soufflet. Le forgeron est alors le maître du vent. Enfin, 4e élément, l'eau a un rôle à jouer. Elle doit, en trempant le fer, lui donner une raideur singulière. Dans la forge généralisée, l'auge et le soufflet sont aussi nécessaires que le feu et le marteau. Le métier du forgeron est donc bien un métier complet, un métier de grande cosmicité. Dès lors, si l'on pouvait en décrire l'histoire et surtout la préhistoire, on verrait s'accumuler les images matérielles fortement enracinées dans la poésie des éléments. En fait, les aspects légendaires de la forge correspondent à des rêves fondamentaux de l'imagination matérielle. Sans doute, ces aspects légendaires sont maintenant effacés par la positivité des techniques, par la solidité des connaissances scientifiques. Mais il suffit d'ouvrir la porte des songes pour retrouver les images de l'origine de la trempe, par exemple. Plonger dans l'eau froide le fer flamboyant, n'est-ce pas jouir de la lutte de l'eau et du feu? Le fer dans la fournaise s'est enrichi de la puissance du feu. Qu'on le plonge brusquement dans l'eau glacée, et voici le feu enfermé dans l'épée, comme une ardeur qu'on retrouvera dans les batailles humaines. Qui taxera de folle image cette théorie imaginaire de la trempe de l'acier n'a qu'à relire la légende finlandaise Kalevala. Dans la légende, que de soins pour mettre dans l'eau de la trempe toutes les puissances de la nature, toutes les bonnes influences matérielles. Le forgeron de la légende finlandaise commande à l'abeille d'aller chercher de l'hydromel sur 6 belles fleurs pour enrichir l'auge de la forge. Tout l'univers doit conspirer pour faire le bel acier. Mais les puissances mauvaises peuvent être à l'écoute. Et tandis que le forgeron finlandais commande à l'abeille, c'est le frelon qui entend. Alors, le frelon, dit l'épopée du Nord, jeta du venin de serpent, de l'acide brun de fourmi,
de la salive de crapaud, dans l'eau de trempe de l'acier, dans le vase à durcir le fer. Je viens de citer le Kalevala. Voilà bien des finesses qu'aucune expérience ne légitime, mais que l'imagination explique. Les participations les plus étranges sont à l'œuvre. Les principes du bien et les principes du mal viennent lutter dans l'antre du forgeron. La forge est un antre cosmique et le métier du forgeron est primitivement une conjonction de mythes. On ne saurait comprendre sa préhistoire en se bornant à la stricte positivité. Les plus grandes légendes perdent naturellement au cours des siècles leur vertu de songe. Pour avoir un exemple de cette diminution de légende, il suffit de comparer la vieille légende scandinave de Wieland le forgeron et la scène du Siegfried de Richard Wagner, où Siegfried reforge l'épée brisée. L'épée légendaire de Siegfried, brisée en 2 tronçons, n'a jamais pu, on s'en souvient, être solidement reforgée par Mime, le forgeron nain et boiteux. Siegfried, qui avant d'être un guerrier est un forgeron légendaire, va tenter cet exploit de la forge, refaire une épée brisée, une épée vaincue. Comment s'y prend-il? D'accord avec la légende scandinave, il suit un rêve de puissance substantielle intime. Un rêve qui veut retrouver le principe de la puissance intime du fer, le germe de la ténacité. Il est bien loin des pensées de l'ajustage, de la collage, de la juxtaposition qu'on aime attribuer à un homo faber. Siegfried, et voici l'exploit curieux, lime l'épée brisée pour en faire de la poussière. Il applique à fond le principe alchimique, détruire totalement pour recréer vraiment. Et c'est de cette poussière d'épée que l'épée surgira après le travail du feu et du marteau. Voilà un procédé qui étonne Mime, le gnome raisonnable, le forgeron régulier. Mime s'écrie: je suis aujourd'hui aussi vieux que la grotte et que la forêt, et jamais je n'ai vu pareille chose. Et pourtant, c'est ici que Richard Wagner a manifesté une véritable timidité à l'égard de l'onirisme de la légende. C'est ici qu'il a diminué la légende. En effet, si nous reprenons Wieland le forgeron, nous apprenons que le forgeron légendaire ne se contente pas de limer l'épée et de la mettre en poussière. Il prend la limaille de fer. Il la mélange avec de la farine. En ajoutant du lait, il en fait une pâte. Que de rêveries lentes et douces ne faudrait-il pas suivre pour justifier cette pâte de fer? Mais cette pâte, comment la cuire? Comment la cuire doucement, comme une substance qui doit renaître, qu'on ne doit pas brusquer? Le forgeron de la légende donne la pâte en pâture aux bêtes de la basse-cour. C'est dans l'estomac des volailles que se fera la plus douce, la plus naturelle, la plus vitalisante des cuissons. Il ne restera plus qu'à forger leur déjection. On le voit, une longue technique d'avilissement précède la technique de revalorisation. L'épée vaincue doit devenir vile poussière pour redevenir une croissance nouvelle, avec une croissance nouvelle, le glaive du héros. Wagner n'est donc pas allé à fond de légende. On lui trouvera facilement des excuses.
Quand on rêve à la matière, on ne sait jamais à quelle profondeur on peut descendre. Sans doute, l'imagerie courante que nous aimons encore à tracer dans le tableau de la forge a rompu avec de telles légendes. Ne reste de la poésie de la forge qu'un tableau bien composé, bien centré sur le fer rouge battu sur l'enclume et rayonnant de toutes parts des étincelles comme un soleil. Le bel ouvrier frappant l'enclume reste un héros du travail. Tout est grand dans la forge, le marteau, la pince, le soufflet. D'Annunzio, on a fait la remarque. Il dit même que tous les instruments du forgeron suggèrent la puissance, même quand le feu ne rugit pas dans le foyer. Mais cette puissance, cette rêverie de puissance, est donc encore augmentée si l'on donne à la forge la dimension même des images matérielles, dès qu'on lui accorde la rêverie des 4 éléments. Dès que nous réveillons en nous les rêves élémentaires et qui touchent les éléments matériels, il semble que nous tenions de plus près les forces du monde. Il semble que nous cessions d'être spectateurs passifs pour devenir acteurs du drame cosmique. Par l'imagination, nous sommes actifs. En réveillant en nous ces images actives, ces images qui ont accompagné l'homme dans ses premiers travaux, la poésie devient en nous une force réelle, une force salutaire. Et nous engage vraiment dans le monde. L'essentiel est d'aller sans cesse à l'origine de cet engagement. C'est par cette nature, par cette vertu d'engagement que se désignent les images matérielles. C'est pourquoi j'ai confiance en une doctrine des 4 éléments matériels comme base d'enquête dans la réalité profonde de la poésie.